Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Vous écoutez De Rerum Natura, le rendez-vous des darwinistes et des amoureux de la zoologie fondamentale et appliquée. Ce soir, nous recevons Charles Longuevue, qui est zoosexologue, dans les magnifiques locaux de la Société des Amis de Pline l'Ancien, qui nous reçoivent cette semaine encore, et nous les remercions. Vous m'avez reconnu, je suis Valère Decker, le Kennedec, et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Kevin, générique. Micheline, que de tout Paris connaît bien, pèse environ 3 tonnes. Vous rencontrerez peut-être plus jamais un cochon dans votre vie. Non. Nous avons des autruches qui mangent des briquets, des cigarettes et des trousseaux de clés. On cite le cas même de locomotives ayant été renversées par des rhinocéros. Toujours dit que les hommes de science sont beaucoup moins précis que nous. Les darwinistes, présentés par Valère Decker le Kennedec. Charles Longuevue, vous êtes zoosexologue, vous êtes diplômé en études comportementales et sexuelles chez l'animal à l'université Paul Sabatier, vous êtes docteur à la Sex Academy of Liverpool, vous êtes l'auteur de plusieurs livres qui font référence, dont Le jardinier à nuque rose, Pervers ou génie, mais aussi Voyeur, bienvenue au royaume des poissons. Cet été, on a pu lire votre remarquable ouvrage, qui est d'ailleurs best-seller, Pieuvre et Kamasutra, une histoire sans fin. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, mon cher Charles. Et ce soir, vous nous parlez zoologie comportementale. On vous écoute. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les studios et puis les darwinistes de me recevoir ici dans ces locaux majestueux. J'ai été auditeur et je peux vous dire que c'est une grande fierté de se retrouver ici. Alors, chers collègues, chers passionnés, j'ai pu constater que, contrairement à ce que disent les femelles de notre espèce, chez les animaux, c'est la taille qui compte. Et pas seulement pour quelques performances que certains d'entre nous ziotent le soir au gré de quelques sites douteux. Non, elle tend, selon mes recherches, à expliquer le comportement de nombreux de nos chers vertébrés et autres gastéropodes. Tenez, prenez le gorille par exemple. Quand on sait qu'un spécimen adulte peut peser jusqu'à 300 kg, son sexe, lui, ne dépasse guère les 5 cm. De là, il n'y a qu'un pas pour expliquer certains comportements outrageusement virilistes. Au contraire, observez le vol d'un canard, sa démarche sans prétention, sa claudication sereine, son plumage élégant. Tout ça n'est pas sans rapport avec le fait qu'un canard adulte possède un sexe de parfois 40 cm et tenez-vous bien, en tire-bouchon. Comme si l'être suprême avait pourvu cette anidée de l'outil ultime. C'est tout de même ainsi que m'est venue l'idée d'apporter quelques modifications biologiques à certaines espèces afin de pouvoir en changer le comportement. Ainsi, nous avons souhaité, en collaboration étroite avec l'Institut de zoologie expérimentale de Kinshasa, que je salue chaleureusement, donner à certaines espèces triées sur le volet pour leurs dérives autoritaires ou radicalement machistes, l'assurance d'un canard, la modestie d'un éléphant. Le projet Une espèce, un membre débuta le 12 novembre 2007. Nous avons, pour nos premiers pas, décidé, de façon expérimentale d'abord, de cloner un gorille afin de modifier les gènes A642 et B12.3 pour y insérer ceux du canard colvert, les BBWQ40. 6 mois plus tard, Big Dick, le premier gorille à bite de canard, naissait dans nos laboratoires avant d'être directement relâché dans un clan de 42 spécimens en forêt camerounienne. Les premières observations furent réjouissantes. D'abord, prouesse technique, car dès l'adolescence, il possédait déjà un sexe pouvant atteindre 1 mètre de long en érection et 20 cm de diamètre,
et un fuselage digne d'un limodanier de barman. Davantage encore, son comportement était radicalement différent de celui de ses congénères. Plus de hurlements, aucune tape intempestive du torse, aucun pipi de territoire. Et il faut bien le dire, jusqu'à ce que Big Dick soit véritablement en âge de s'accoupler, nous n'avions constaté que du positif. Alors, péché d'orgueil ou trop grande générosité, nous faisions rapidement le constat que l'accouplement pour Big Dick était devenu impossible. Si bien que, pour son plaisir personnel, il avait pour exercice avec des semblables des pratiques qui sont toujours interdites dans certains pays d'Afrique, si vous voyez ce que je veux dire. Dès lors, les idées ne manquèrent pas pour améliorer le dispositif, affinement de l'extrémité, épiderme autolubrificateur et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est toute une école qui s'est engagée à la poursuite de mes travaux à Düsseldorf et l'ensemble du parc animalier dit agressif ou souffrant de complexes non rédhibitoires à la modification génétique ou chirurgicale pourra bientôt bénéficier des premières expériences en laboratoire. Il nous fallait un lieu d'étude et un public scolaire déjà historiquement rodé à ce genre de modification expérimentale, et la ville de Düsseldorf était toute choisie. Nous avons bon espoir que d'ici peu, de grandes populations d'espèces sexuellement modifiées, les SM comme nous les appelons, peuplent les jungles et les contrées verdoyantes de notre jolie terre. Merci beaucoup Charles Longuevue. Je rappelle que vous êtes zoosexologue et que vous menez le projet Une espèce, un membre. Alors vous le savez, moi aussi j'apprécie beaucoup cette thématique autour du singe modifié. J'ai autour de la table pour débattre avec vous, pour expliquer, pour aller peut-être plus loin, Emmanuel Pernopinet, Onésime Brochant et Renaud Herving. Emmanuel Pernopinet, vous êtes primatologue, vous êtes entrepreneur, vous êtes spécialiste de la vivisection sur singes anthropomorphes, vous êtes chercheur à l'université de Java. Le lieutenant-colonel Brochant, Onésime Brochant, qu'on ne présente plus, vous êtes ancien officier des troupes de marine, vous êtes entrepreneur dans l'apiculture et le secteur en pleine expansion de la zoodéfense. L'agressivité animale, ça vous connaît, puisque vous êtes le fondateur de La Ruche qui dit non. Vous occupez votre retraite d'une manière bien productive. C'est une start-up spécialisée dans la génération, l'élevage et l'emploi de frelons de combat. Enfin, Renaud Herving, qui est à la table. Vous êtes chercheur et physicien. Vous dirigez l'unité de recherche mixte sur le vivant du CEA, les modifications génétiques. Ça vous connaît. Et vous encadrez, depuis septembre, un cours magistral sur les troubles érectiles chez le spasme japonais. Vous le donnez en Sorbonne et vous êtes les bienvenus ce soir sur le plateau des darwinistes. Merci. Une réaction peut-être, monsieur Herving, sur cette chronique, ces modifications, ce projet. La parole est à vous. Alors c'est très intéressant. Si je décompose un peu votre protocole expérimental, on est sur une modification du génome, on est plutôt sur une modification qui va se faire au niveau du bistouri. On est effectivement sur une modification d'abord du ressenti de l'animal via le regard qu'il porte sur son sexe et le comportement qui s'ensuit, évidemment. Donc on est sur une sensibilisation de l'animal, même sur son aspect psychologique. Exactement. C'est très intéressant.
Monsieur Pernopinet, une réaction peut-être. Mais je dois vous avouer que je suis un peu jaloux. Vous êtes c'est ça, de l'université de Liverpool, c'est ça? À la salle, oui, à la Sex Academy of Liverpool. Mais je connais là-bas Jackie Woolfworth qui connaît toutes mes expérimentations sur les singes. Vous savez que je suis primatologue moi-même et que j'ai connaissance de vos travaux. Ici et ailleurs, en Mauritanie notamment. Et je disais que j'étais jaloux parce que j'avais essayé des choses un peu semblables sur des chimpanzés. J'avais notamment essayé de greffer un pénis humain, mais vous voyez avec tout le paquet quoi, sur un chimpanzé donc, et ça n'avait pas donné des résultats très concluants, et je crois qu'on avait un petit peu merdé au niveau de Non mais c'est très intéressant. De la prostate parce que... Les greffons prostatiques... Non mais la greffe avait pris, oui. Oui, ce sont les travaux de Éric Contier du Gazon, notamment sur ce sujet, que vous connaissez sans doute. Et vous avez croisé Cheikh Doumbia, normalement, à l'université polytechnique de Kinshasa. Effectivement, j'ai dû aller remercier d'ailleurs dans mon propos l'université de Kinshasa a mené de grands travaux. C'est toujours Albert Perrucard qui dirige le département. Albert Perrucard, malheureusement, nous a quittés récemment. Et vous avez essayé de lui greffer un quelconque Il publiait pénis. beaucoup moins récemment, effectivement. Parce que moi, c'est le résultat que ça avait donné. C'est-à-dire que mon chimpanzé, au bout de à peine 2 mois, il avait décédé. Hein. Et au début, il était assez fier de pouvoir montrer un pénis humain, puisque... il voyait qu'on avait le même, mais néanmoins, voilà, je vous dis, c'est ça au niveau de l'artère spermatique, soit au niveau de la prostate, que la greffe a pas forcément bien pris, que voilà, un peu jaloux. Mais il est très content, et les chercheurs, enfin, disons, l'entrepreneur est jaloux, puisque moi, ce que j'aime bien, c'est donner une application, enfin, comment dire, pouvoir vendre un produit à la fin, mais le chercheur est intéressé. Alors, comment vous avez fait? La première partie a été notamment l'identification chez le canard d'un gène très spécifique qui lui permet une taille de sexe très largement supérieure à la taille du corps. Nous avons d'ailleurs créé un rapport entre la taille du sexe et la taille de l'animal, que nous avons appelé petit Q, et plus une fonction mathématique. C'est une fonction mathématique, et c'est cette première approche qui nous a permis de déceler chez le canard un gène bien particulier, qui est le QQW40. Et que nous avons choisi de greffer chez le gorille pour voir ce qui se passait, et les résultats effectivement sont très concluants. Lieutenant-colonel Brochant, vous demandez la parole, je vous laisse réagir. Alors oui, bon, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la chronique, c'était vraiment intéressant. Alors simplement, vous, votre objectif, c'est de diminuer l'agressivité des espèces. Moi, le mien, c'est de maximiser leur potentiel offensif. Vous comprenez que on travaille sur la même problématique, oui, mais dans des sens complètement inverses. Quand on travaille dans un sens, on travaille sans doute aussi dans l'autre. Justement, c'est exactement ça qui va m'intéresser. C'est justement, moi, je vous demande, est-ce qu'on pourrait pas travailler dans le sens inverse? Par exemple, vous parliez du sexe de gorille qui dépassait pas les 5 cm, si je me souviens bien, c'est à peu près ça? À peu près, oui. Et c'est ça qui fait plaisir. Hein. Vous savez, sur le plateau des darwinistes, et qui personnellement me remplit de joie, c'est cette façon de faire avancer la science en créant des sérendipités. Oui, là je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce que là, notre gros problème dans la zoodéfense, c'est que l'espèce qui, historiquement, a un potentiel formidable, c'est l'éléphant. Et effectivement, là, le problème, c'est toujours d'arriver à susciter l'agressivité chez l'éléphant, une agressivité systématique. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer de greffer un sexe de gorille sur un éléphant pour obtenir ce que j'appellerais donc une sorte de processus de frustration tactique qui donnerait des éléphants furieux, des éléphants dont le potentiel de destruction serait inimaginable. On pourrait en balancer sur un camp, détruire des villes, raser des villages, exterminer des... Enfin, je veux dire, ça serait colossal, quoi. Je sais qu'en Libye, une solution qui avait été trouvée, notamment sur l'éléphant, était l'usage de cock-ring électriques. C'est Charwet Bullride. Oui, ou j'allais dire peut-être Hassan Belboul. Cette histoire d'éléphant là, j'avais une idée pour le nom. Greffer des petits pénis sur des éléphants pour les rendre agressifs. Oui, c'était à peu près l'idée que j'avais eue en écoutant la chronique de Monsieur Longuevue. Et vous voulez vendre ça? Je veux utiliser ça sur des champs de bataille. Oui, mais pas les vendre après. Oui, l'idée c'est de vendre les éléphants. Vous voulez pas appeler ça Hannibals? Ah oui, d'un point de vue marketing, ça pourrait très bien fonctionner. Ouais, très bonne idée. Mais j'aimerais bien entendre le professeur Longuevue là sur un peu sur le projet, sur l'idée un peu de greffer des sexes de gorille sur des éléphants dans un but vraiment inverse de ce que vous cherchiez. Charles Longuevue, s'il vous plaît, sur le chemin inverse.
Effectivement, comme le disait le Caire de Kennedy, ce qui va dans un sens peut tout à fait aller dans l'autre. Et si nous avons réussi à diminuer l'agressivité de certaines espèces, pourquoi ne pas augmenter l'agressivité de certaines autres ? Je mettrai tout de même un bémol, car nous ne savons pas encore quelles peuvent être les réactions, notamment de certains éléphants d'Afrique, lorsque d'un sexe historiquement grand, ils passeront à un sexe réduit. Oui, nous ne pouvons pas prédire. Ah, ça marche bien, oui, ça se fait. Oui. Ça se fait, oui. Vous êtes plutôt optimiste. Non, mais je connais quelqu'un qui... Oui, je peux vous assurer que le gaillard s'y connaît en la matière. Et vous parliez tout à l'heure de votre projet un membre, une espèce ou une espèce un membre, si je ne m'abuse. Oui. J'avais pour ma part l'idée... Irving, oui, Si, mais Irving devance mes pensées, puisque c'était précisément ce que je voulais dire. Une espèce de membre, pourquoi pas? En tout cas, là aussi, ça marche. Mais donc, une espèce de membre, pourquoi pas une espèce 14, 19 membres? Je ne sais pas pour les 14, mais j'ai déjà greffé 2 pénis sur un petit macaque et ça a très bien fonctionné. Et pour le coup, là, ça décuple vraiment son plaisir. Quel était le comportement de ce macaque? Excusez-moi, comme je suis quand même maître de cette émission et que nous parlons aussi de zoologie morale ici et que nous avons aussi des comptes à rendre aux personnes qui financent cette émission, moi je veux poser quand même la question, et la poser de manière très claire, la question morale de cette histoire. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de greffer plusieurs pénis à des animaux innocents? Alors pour moi, ce serait plutôt une question tactique. Est-ce que c'est utile sur le champ de bataille d'avoir plusieurs sexes? Pas forcément. Est-ce que c'est utile sur le champ de bataille d'avoir un sexe de petite taille? Bah visiblement, d'après les travaux de Monsieur Longuevue, ça peut être utile. Je crois que certaines études qui ont été faites, notamment sur le corps de l'armée française durant les grandes victoires, montrent que certains de nos soldats ne possédaient pas des attributs. Enfin, je ne veux pas entrer dans des polémiques qui ne nous regardent pas en zoologie, mais tout de même, l'homme est un animal. Oui, Irving, je veux bien vous laisser la parole, mais... Non, mais s'il vous plaît. C'est intéressant, puisqu'on est dans l'échange de savoir technique. Jusqu'ici, on a entendu plutôt des expertises du greffon, des expertises de l'opération externe, et pour ma part, je me suis aussi, puisque chercheur doit être ancré dans son temps, lancé dans cette activité porteuse de la sexo-zoologie, comme on l'appelle plutôt en France, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Par mon cours à la Sorbonne sur la sexualité du phasme japonais, la sexualité troublée par ailleurs. Et une solution technique qui a été trouvée chez nous et qui a fait sens tout de suite, c'était de soumettre ce phasme à certaines intensités de rayonnement gamma, par exemple. Alors on a tout testé. Naturellement, ce qui s'imposait tout de suite, c'était des tests sur certains rayons X, naturellement. Et on s'est très vite rendu compte que des expositions subites, prolongées, intenses au noyau d'hélium fonctionnaient pas mal. Alors, le phasme qui à l'origine est flasque, impuissant, devient du jour au lendemain une sorte de bête vigoureuse et qui s'adonne très vite au reverse cowgirl, au triple axel, des house to mouse enfiévrés, et on se retrouve tout de suite avec une portée de phasme dont on ne sait plus quoi faire. Ça reste dégueulasse. Ça reste dégueulasse. C'est un jugement moral. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la vie. Oui, s'il vous plaît, pas de jugement moral ici. La vie toujours trouve son chemin, et fût-il des truchements inattendus et d'autres voies, la vie toujours parvient à la survie de l'espèce. Oui, d'ailleurs, je me permets, juste pour revenir un tout petit peu, je me permets de vous rappeler la devise de la Société des Amis de Pline l'Ancien, Scire animalibus, connaître l'animal, et nous sommes bien ici dans une perspective de connaissance. Et je tiens d'ailleurs à préciser, parce que je me sens concerné par tous ces débats, que j'ai moi-même publié en septembre un petit livre sans ambition démesurée qui s'appelle Copulation par multicontact chez les batraciens protosébacés. C'est au PUF, vous pouvez c'est pas cher du tout, ça s'est très bien vendu, mais ça a eu un réel engouement, donc n'hésitez pas à vous le procurer pendant qu'on en parle. Je me permets de me faire ce petit moment de publicité, car après tout je ne m'en fais pas tellement et pas si souvent. C'est donc à ça que vous passiez votre temps cette année, Valère? Votre dernière publication date de quand même 3 ans, je crois. C'était dans mon premier quotidien de biologie, je crois. Irving. Un ouvrage hebdomadaire à destination des 7-12 ans. Irving, je vous supporte à longueur d'émission. Ayez au moins la décence de vous taire parfois. Taisez-vous, Irving. Irving, je vous invite, car j'y suis forcé, et j'aimerais sincèrement ne pas
avoir à le faire. Alors, faites-vous petit, faites-vous discret, et s'il vous plaît, ne m'attaquez pas de la sorte, parce que ça peut aller très très loin, et vous le savez. Bien, là-dessus, je voudrais remercier mes invités, vous y compris, Irving, d'ailleurs, pour la qualité du débat, parce que si parfois les affects sont présents, il faut savoir les gérer et les mettre dans le secret des chambres de son esprit. Je vous remercie donc pour ce débat, Charles Longu, Emmanuel Pernopinet, le lieutenant-colonel Brochant, Monsieur Irving. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. À la technique, c'était Kevin de Souza, à la réalisation, Joachim Planchard. Un grand merci encore à la Société des Amis de Pline l'Ancien qui nous accueille dans leurs locaux.